Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de La Pensée et les Hommes pour une émission aujourd'hui consacrée au Centre d'action laïque de Charleroi. Qui mieux que Kevin Saladé, qui est philologue classique, qui est historien de l'art, pourrait nous parler de ce Centre d'action laïque, non pas en raison de ses diplômes universitaires, mais bien parce qu'il est le président du Centre d'action laïque de Charleroi. Par ailleurs, Kevin est également directeur adjoint à la Cambre et il coordonne les conférences du Collège Belgique, lié donc à l'Académie royale de Belgique, également à Charleroi. Alors, Kevin Saladé, merci d'être avec nous. Je vais peut-être vous laisser vous présenter en deux mots philosophiquement également. Bien, merci d'abord pour l'invitation, merci à La Pensée et les Hommes de donner une place un peu à ces régionales dont j'expliquerai un peu la structuration, puisque ça fait partie évidemment de la structure assez complexe du mouvement laïque qui pour le grand public est parfois difficile à comprendre. Alors philosophiquement, je me situe d'abord en fonction de ma formation, qui était pour moi très importante, mon passage à l'Université libre de Bruxelles. Et en réalité, je suis arrivé dans le mouvement laïque à travers l'Union des anciens étudiants de l'ULB, où à la base, je pense que je n'avais pas mis énormément de portée philosophique dans mes premiers engagements, puisque à l'Union des anciens de l'ULB, on aime bien réfléchir, mais on aime bien aussi beaucoup faire la fête, et on aime bien promouvoir les valeurs de notre alma mater, dont le libre examen. Et par la suite, en réalité, dans le mouvement laïque, il y a ce qu'on appelle des associations constitutives, c'est-à-dire les associations qui adhèrent, qui sont affiliées au mouvement du Centre d'action laïque, qui ne serait rien sans les associations qui en font partie. Et donc moi j'ai adhéré à l'Union des anciens étudiants de l'ULB très rapidement, directement après ma sortie de diplôme. Et comme j'aimais bien organiser des conférences, vous l'avez rappelé, j'organise aussi les conférences du Collège Belgique pour l'Académie royale de Belgique à Charleroi. Et comme j'aimais bien organiser des conférences, des colloques, à un moment on s'est dit, on voulait rajeunir un peu les cadres du conseil d'administration. Et à un moment, on m'a demandé si cette place pouvait m'intéresser, ce mandat. Et j'étais à l'époque le plus jeune président régional. Je crois que je suis toujours 10 ans plus tard. Et donc c'était bien aussi parce que ça demande du temps. Mais c'est bien aussi d'avoir aussi beaucoup de personnes qui sont actives dans la vie professionnelle. En termes de créativité aussi, tout simplement. Oui, en termes de créativité, de réseau professionnel. Je pense qu'un bon conseil d'administration d'une association, c'est fait de gens de différentes expériences. Il ne faut pas qu'on ait tous le même profil. Il faut des gens qui sont parfois aussi des vieux sages, qui ont l'historique de la structure. Parfois, il faut aussi des gens qui sont hors cadre et qui vont amener une nouvelle énergie à la structure. Donc, il faut des gens avec des compétences plus littéraires pour amener du contenu, mais c'est bien aussi d'avoir parfois un économiste, un juriste. Ouais, c'est ce qui fait un peu aussi l'efficacité d'un mouvement associatif. C'est la pluralité. Alors, pour beaucoup de nos téléspectateurs, quand on imagine la laïcité en Belgique, s'entend, c'est une structure qu'on pourrait qualifier de réticulaire, qui regroupe un ensemble d'associations, dont des régionales. Bon, on a une impression de quelque chose qui est relativement administratif. Mais j'aimerais qu'en quelques mots, vous retraciez pour nous cette épopée de la laïcité dans un des lieux les plus emblématiques de sa présence, à savoir ce bassin industriel de Charleroi, où véritablement il y a une tradition profondément liée à la libre pensée, à la laïcité, à la liberté de conscience aussi, qui est très, très développée, très présente et très cultivée. Est-ce que vous pouvez nous camper en quelques mots, parce que bon, vous êtes quand même proche des historiens, ce cheminement? Alors, il faut savoir que la liberté de pensée, elle n'a pas attendu le Centre d'action laïque, qui pour rappel, est né en 1969. Elle était présente bien avant dans le territoire de Charleroi, mais aussi plus spécifiquement dans tous les bassins industriels. On a, par exemple, beaucoup de mouvements de libre pensée au XIXe siècle, dès le début de la création de la Belgique. On a des mouvements de libre pensée très forts dans le Borinage, dans le bassin de Charleroi et dans le bassin de Liège également.
Et ces mouvements de libre pensée, ils sont nés parce que pour ne pas être enterré religieusement, par exemple, on était obligé d'adhérer à un mouvement de libre pensée. Alors c'était d'abord c'est toute une histoire, et c'est aussi tout un rituel assez extraordinaire. On a dans nos réserves, par exemple, des drapeaux de sociétés de libre pensée que l'on portait parce que autant il y avait des processions religieuses pour les enterrements, autant à l'époque, au XIXe siècle et encore au début du XXe siècle, cette pratique de sortir en fanfare pour les enterrements des sociétés de libre pensée et d'aller être enterré comme mécréant, c'était quand même assez bien ancré. Et à l'origine, ce mouvement libre pensée est fortement accompagné par le mouvement ouvrier. À une époque où le parti... Donc ça correspond avec la volonté d'émancipation de la classe ouvrière. Tout à fait. Et c'était une époque, ça peut rejoindre des sujets d'actualité, où au sein du Parti ouvrier belge, on n'envisageait pas, et c'est pour ça qu'ils avaient le même combat, on n'envisageait pas une émancipation économique sans l'émancipation des esprits. Et donc, il y avait une forte imbrication en fait, de ces mouvements de libre pensée avec le mouvement ouvrier global et la structuration de ce mouvement ouvrier en Parti ouvrier belge, qui deviendra plus tard le Parti socialiste. Et c'est à l'époque de Van der Velde, en fait, le bien connu qui a donné son nom au centre d'études, qu'il a commencé... Centre d'études du Parti socialiste. Du centre d'études du Parti socialiste, qu'il y a eu du rififi, parce que pour des questions de coalition politique avec les partis chrétiens, on a abandonné progressivement dans ce parti politique-là cette idée que l'émancipation économique était accompagnée forcément par l'émancipation des esprits. Et donc ce mouvement s'est autonomisé par rapport aux forces politiques et donc s'est autonomisé pour défendre purement et simplement les idéaux qu'on n'appelait pas encore vraiment les idéaux laïques. Il faut savoir que le bâtiment que nous avons aujourd'hui à Charleroi, qui est le siège de la régionale, qui en fait n'a pas toujours été, il faut 1994, mais qui, à la fin du XIXe siècle, avait été racheté par Jules Bufquin des Essarts, qui était un patron de presse et qui était le président national de la Fédération des rationalistes de Belgique. Et il faut imaginer que quand on a ouvert ce qu'il appelait le temple de la science, il avait vu ça en fait au Royaume-Uni. Et il ramène l'idée et il rachète un bâtiment en sous-main à une congrégation catholique, sans dire ce qu'il allait en faire. Et puis c'était l'ouverture en grande pompe à la fin du XIXe siècle, du temple de la science, qui jouxtait le théâtre de Charleroi. Il faut savoir que Charleroi était une des villes les plus riches, presque, je dirais, au monde à cette époque. On en est loin aujourd'hui. Ou, par exemple, dans le théâtre de l'Éden, qui existe toujours et on partage le même bâtiment, Sarah Bernard a joué. Donc, c'était une ville très, très florissante où le mouvement vraiment rationaliste était excessivement important. Alors, ce signifie en clair, je veux dire pour ceux qui nous écoutent, que la définition de la laïcité telle qu'elle est ressentie par beaucoup de membres des associations laïques du bassin de Charleroi n'est pas véritablement en phase, par exemple, ou bien à la même que celle d'autres régionales ou d'autres associations? Alors, comme on a cette histoire avec la forte vraiment implémentation des sociétés de libre pensée, il n'y en a plus qu'une qui fait partie, ça s'appelle les disciples de Voltaire, c'est quand même un très beau nom. C'est joli. Et qui est en fait située à Gilly, dans une des communes du Grand Charleroi. Mais il y en avait partout, presque dans tous les quartiers. Mais il y en a encore une, donc ça, je trouve ça très bien qu'on ait gardé cette histoire. À la base, effectivement, l'idée était de revendiquer ce côté rationaliste, ce côté un peu militant, et donc le fait qu'il y ait une structure qui représente la communauté non convictionnelle militante, je pense que ça se ressent plus que par exemple dans des provinces comme Namur, qui a un fond plus catholique, même je dirais assumé historiquement, ou même que Bruxelles ou le Brabant wallon. Donc ce sont des choses qui sont sans doute plus restées
Donc, c'est vrai qu'il y a eu des débats quand on a... Donc une laïcité convictionnelle, finalement, aussi, où on retrouve les athées, les agnostiques, les déistes, les théistes, les non-alignés. C'est vrai. Et donc, quand on a modifié au niveau de la structure centrale la définition de la laïcité, évidemment, il y a eu des débats, mais on a accepté évidemment cette définition d'une laïcité qui transcende davantage la société. Oui, c'est tout récent. Ça, c'est tout récent. Du président Bartholomew Hyssen, je crois. Tout à fait. Centre d'action laïque. Donc, on a levé l'ambiguïté. Vous savez, on disait toujours la laïcité d'une part, d'autre part. C'était le statut d'une part, laïcité politique, d'autre part, laïcité philosophique, pour trouver une définition qui soit plus cohérente et qui transcende l'ensemble des valeurs. Il n'y avait plus forcément ce petit quelque chose qui était vraiment fort important pour peut-être les plus anciens de la régionale de Charleroi. Enfin, la laïcité est un espace de liberté, donc on ne nous empêche pas de continuer à travailler sur le convictionnel fortement et activement. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir les sensibilités diverses selon les lieux. Alors il y a une chose qui moi, m'intéresse. Bon, souvent, il y a des régionales, comme le nom l'indique, dans les régions. Dans le Hainaut, il y en a au moins deux. On est deux. Alors, historiquement, il y avait une régionale. Donc, le mouvement laïque, il est structuré d'abord de manière communautaire, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement néerlandophone et un mouvement francophone, pas de mouvement pas germanophone. Dans le mouvement francophone, qu'on appelle le Centre d'action laïque communautaire, on a divisé en 7 régionales. Bruxelles, puisque avant, il y avait, au moment de la création, c'était encore une province, maintenant c'est une province, et une régionale par province, sauf dans le Hainaut. Sans doute, ça a été de grandes discussions, et le découpage aussi de la province ensuite, parce que normalement, la régionale est au siège de la province, qui est Mons. Alors, Mons, 80 000 habitants plus ou moins, Charleroi, 215 000, 220 000. Et donc, à l'époque, Charleroi n'a pas voulu non plus dépendre de Mons. C'est pas comme la province de Liège est grande aussi, mais il y a quand même une identité plus forte, presque principautaire. Cher Kevin, vous me faites peur, vous me décrivez presque des constitutions d'évêchés. Oui, tout à fait. C'était des querelles de clochers, un peu. Donc moi, je n'ai pas participé à ce découpage. Et c'est vrai qu'il y a différents bassins, mais honnêtement, la province du Hainaut est excessivement grande. Et donc, de façon, je dirais, plus fine que cet humour un peu lourd que je viens de vous asséner, je pense aussi que c'est le dynamisme de la laïcité dans cette province qui a entraîné certainement qu'il y ait maintenant une polarisation au niveau de sensibilité laïque, qui convergent très fortement, mais qui ont aussi des divergences. Oui, alors il faut savoir que Charleroi, c'est ce qu'on appelle le Hainaut oriental. Donc c'est Charleroi, Thouin, la Botte du Hainaut. C'est un territoire beaucoup plus ramassé que, par exemple, Picardie laïque, comme on l'appelle, autour de Mons, qui doit couvrir des territoires largement ruraux à certains endroits, et plus étendus, avec beaucoup plus de centres, puisque à l'intérieur, ils ont Morlanoué, ils ont la Louvière, ils ont Tournai. Donc nous, au-delà de Charleroi, après, on descend dans des échelles de villes qui sont beaucoup plus petites, avec un bassin déjà autour de Charleroi de 400 000 habitants, à couvrir, et donc c'est beaucoup plus centralisé, c'est une autre réalité avec l'histoire de Charleroi que l'on connaît, avec les aspects sociaux qui doivent accompagner l'action de la laïcité, et malgré tout des angles d'attaque différents, parce que quand on essaie de toucher un public dans une ville de 220 000 habitants, je parie un peu sur l'avenir, on est un peu en dessous pour le moment, et faire des activités et toucher un public du côté de Chimay, du côté d'Erqueline, il suffit de voir la couleur politique des bourgmestres pour comprendre qu'on n'est pas dans la même réalité. Tout à fait. Alors parlons-en précisément de cette façon de toucher le public, à la fois sensibilisé à la laïcité ou autre. Quels sont les grands axes de la régionale? Dans quoi est-ce que vous vous reconnaissez, vous vous identifiez? Quels sont vos projets les plus significatifs? Alors, nous, on a un pôle, je dirais qu'on peut le définir en 2 grands pôles, il y en a d'autres. Il y a un pôle animation qui travaille à la fois dans les écoles, parce qu'on trouve important de toucher les publics jeunes, mais il faut quand même bien dire que
même si on doit se réjouir du cours de CPC et de son évolution, il faut tout de même dire que... Vous pouvez préciser? Oui, donc le cours de philosophie et citoyenneté, quand on a supprimé le cours de... Enfin, il n'est pas supprimé, mais il est réaménagé, il n'est plus qu'1 heure semaine et il est en voie d'extinction, le cours de morale non confessionnelle. Il y avait un lien très fort entre les professeurs de morale non confessionnelle et le mouvement laïque, notamment dans la préparation, par exemple, des fêtes de la jeunesse laïque, comme on disait avant, maintenant fêtes laïques de la jeunesse. Et ce lien a été rompu par le soutien, évidemment, que le CAL a apporté à cette réforme. Donc on n'a plus ce lien direct vers les jeunes qui était apporté par les professeurs de morale non confessionnelle, mais qui n'est pas non plus une réalité répandue à travers toutes les régionales. Donc ça, c'était historiquement à Charleroi. Dans la régionale, on avait beaucoup de gens qui participaient aux fêtes de la jeunesse laïque. On avait beaucoup de liens avec les écoles fondamentales. Et donc tout ça a été un peu modifié. Donc on doit se réinventer dans des animations, néanmoins pour faire Quel type d'animation, par exemple? Alors, les animations concernent évidemment à la fois un peu des leitmotifs de la laïcité, ça peut être des animations sur les ports de la neutralité, les ports des signes convictionnels, la question de l'euthanasie, la question du droit à la différence, par exemple, dans la sexualité. Donc la citoyenneté et le rapport à l'autre. C'est ça, et aussi la lutte contre les discriminations de manière globale, la lutte contre les préjugés, et des animations aussi philosophiques. Par exemple, on a des animateurs qui ont créé un jeu de plateau qui s'appelle Le Passager. Et ce jeu de plateau consiste pour des enfants et des jeunes adolescents, à résoudre des dilemmes moraux. Et donc c'est assez intéressant et ça fonctionne bien. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'au départ, on allait faire les animations nous-mêmes. Et maintenant, la cellule d'animation du Centre d'action laïque de Charleroi forme les professeurs, les enseignants eux-mêmes. Formation de formateurs. Voilà, formation de formateurs, à utiliser dans leur classe ce jeu de plateau qui consiste à résoudre des dilemmes moraux. Donc ça, c'est tout un travail d'animation qu'on a dans les écoles. Et on a aussi un travail important d'assistant de morale, j'y reviendrai, mais d'éducation permanente vis-à-vis des adultes. Ça date, je dirais qu'on a toujours fait de l'éducation permanente, mais on a réorienté beaucoup sur la philosophie. En fait, quand je suis arrivé à la présidence, en réactivant une formation qui avait été créée par Christian Destin à Charleroi, hors CAL. J'ai très bien connu. Voilà, oui. Et donc, on a réactivé... C'était à Parenville, c'était de très C'était à cours, Parenville, tout à fait. D'ailleurs, quand on a recréé, c'est toujours en partenariat avec l'extension de l'ULB, quand on l'a recréé, on avait commencé à Parenville, Parenville n'est plus l'ULB. Et donc, on a créé cette formation ouverte en philosophie de Charleroi. On a invité des conférenciers très connus aussi. Quand on pouvait encore inviter des conférenciers et entasser 400 personnes dans des salles, on a invité Michel Onfray, Raphaël Mouton, Comte Sponville, Roger-Paul Droit, enfin ce genre de... On avait toujours un peu une activité avec une star un peu étrangère de la philosophie, comme ils ont en France. Et ça nous permettait aussi de diffuser notre programme. Et ça fonctionne bien. Je pense qu'il y a un public qui est devenu presque captif, alors qu'on sait bien que dans l'éducation permanente, il ne faut pas de public captif, mais qui, chaque année, reçoivent la formation, puisqu'on renouvelle chaque année les professeurs. En tout cas, les thèmes, parce qu'il y a des professeurs très appréciés, et donc on reprend chaque année aussi. Donc, fort pôle philosophique. Alors, l'assistance morale laïque? L'assistance morale laïque, ça c'est un autre pôle excessivement important, mais qui est évidemment plus discret. Alors, on a des membres du personnel qui sont donc des permanents, et on a un groupe de bénévoles qui, avec le service laïque d'aide aux personnes, offre une assistance morale dans les prisons. Ça, on a aussi toute une série de bénévoles et de professionnels qui ne sont pas directement liés à la régionale, mais on relaie dans les comités de surveillance de la prison de Jammu, par exemple, toute une série d'actions. Et on fait des ateliers, par exemple, d'écriture à la prison de Jammu. Magnifique. Et vous avez aussi donc l'assistance morale dans les hôpitaux? Dans les hôpitaux, beaucoup de bénévoles qui y vont.
Ça n'a pas été simple parce qu'il faut savoir que même dans l'hôpital civil de Charleroi, jusqu'il y a peu, maintenant c'est un nouveau bâtiment, mais l'espace multiconfessionnel était une chapelle, donc on n'était pas toujours très à l'aise. Et on avait fait du lobbying pour que lors de la construction de l'hôpital Marie Curie, mais on n'a pas dû en faire beaucoup parce qu'ils étaient convaincus, que ce soit vraiment un espace multiconfessionnel et partagé. Partagé par... et pas emblématiquement typé. Parce non, que non. Ça ne veut pas dire que les gens appartenant à l'Église catholique ne partageaient pas. Non, Mais ça fait étrange de se réunir dans une chapelle, en effet. Mais c'est ça, y compris pour les musulmans. Bien sûr. Voilà. Toutes les autres religions et convictions. Et donc, on fait ce travail dans les prisons. On a aussi tout un réseau qui va rendre visite aux enfants qui sont hospitalisés. Des cycles de conférences. On a des cycles de conférences aussi qui concernent l'assistance morale. On a tout un travail d'information que l'on fait sur l'euthanasie, par exemple, le droit de mourir dans la dignité. On a fait aussi toutes les campagnes sur le don d'organes. Donc tout ça fait partie d'un travail beaucoup plus discret, mais qui est pour nous très important. Parce que, et qui est le lieu même d'une forme de proximité entre les personnes et le mouvement laïque. Oui, tout à fait, parce que effectivement, le pôle, je dirais, pour les adultes philosophiques, est très important parce qu'il permet de se situer par rapport à soi-même et de trouver son chemin dans la vie. Mais il y a d'autres moments où tout ça apparaît comme très lointain et on est dans la difficulté. Et là, c'est vrai qu'une main tendue, comme on l'a fait pendant la pandémie, on a mis en place un numéro vert qui permettait à toutes les personnes qui étaient isolées, qui se sentaient seules, qui étaient dans la dépression, qui avaient accès à aucune écoute, de pouvoir appeler quelqu'un. Et donc, on a mis en place ce numéro vert. Et des personnes formées qui sont à l'écoute. Tout à fait. Et donc, qui répondaient au téléphone. Parfois, ça durait 1h30, 2 heures, parce que des personnes avaient besoin de parler. Il faut savoir, voilà, pour des gens seuls qui parfois n'ont que le petit café du quartier pour rencontrer d'autres personnes qui n'ont plus de famille ou qui ont une famille qui ne vient plus leur rendre visite, ça a été une situation extrêmement compliquée. Et on s'est bien rendu compte là que l'action d'une régionale du Centre d'action laïque était essentielle à travers son pôle d'assistance morale. Alors, Kevin Saladé, tout doucement, notre entretien arrive à son terme. Peut-être interroger un homme comme vous, très investi dans la laïcité, depuis longtemps, en dépit de votre jeune âge, très à l'écoute, très présent dans un ensemble d'associations laïques. En un mot, comment est-ce que vous voyez la laïcité de demain ? Alors, la laïcité, elle est très certainement destinée à évoluer. On a énormément de débats dans la société. Je dirais que nous, on ne doit pas vivre dans notre bulle, même si les bulles sont fort à la mode pour le moment, mais on ne doit pas vivre dans notre bulle de la laïcité. On doit nous tenter d'être à l'écoute. Alors, est-ce que ce mouvement a un avenir? J'ai envie de dire oui, parce que trouver d'autres, trouver le chemin de l'autonomie de la pensée, trouver ou pour d'autres personnes, ça peut être les chemins de la spiritualité. Moi, je pense qu'on a déjà beaucoup évolué ces dernières années dans un mouvement qui n'est plus un mouvement qui forcément est contre l'autre, parce qu'on a effectivement une laïcité de combat. Et quel est l'avenir de la laïcité, par exemple, de la laïcité organisée, comme on dit, si on inscrit le principe de la laïcité dans la Constitution? Quel est l'avenir d'un mouvement structuré qui est basé sur dans l'histoire de la Belgique, sur les piliers philosophiques, si à un moment comme en France, on devient une notion, cette notion est inscrite comme un principe qui transcende l'ensemble de la société. Le débat est ouvert. Et le débat est vraiment ouvert, et donc il faudra se positionner avec l'agenda politique. Mais je pense que même si ça ne s'appelle plus la laïcité, ça s'appellera autrement, et comme les hommes n'ont pas attendu de la création du CAL pour se rassembler, il y aura d'autres rassemblements d'hommes de libre pensée. Mais pour l'instant, la structure est bien là, elle est porteuse, et je pense qu'elle a toute sa place dans le paysage philosophique, social, belge. Oui, tout à fait, belge et même européen. Hein. Vous savez, il y a cette structure qui, tout à fait, vous avez raison. Oui, qui existe à travers... la Belgique est le seul pays quasiment à avoir une laïcité structurée, mais le mouvement
de la libre pensée, de l'humanisme, existe dans toute une série d'autres pays sans que la structure soit reconnue, financée, parce que ce désir de liberté et de se mettre ensemble, de prendre ces outils et de construire aussi une humanité qui soit plus juste, plus fraternelle. Il y a toute une série de manières en fait de l'envisager et de manière discrète ou de manière ouverte. Et donc je pense que cette manière de l'envisager dans la société de manière ouverte, eh bien, elle va continuer à exister pendant très longtemps. Mesdames et messieurs, vers une société plus juste et plus fraternelle, nous retiendrons comme ponctuation de cette rencontre cette très belle phrase de Kevin Saladé, et je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions de La Pensée et les Hommes.